n'y a pas si longtemps au Bénin, il était impossible pour la jeune fille, pour la jeune femme, ou en tout cas pour la femme, de recourir aux soins médicaux qu'est l'avortement. En tout cas, elle ne pouvait pas se rendre dans un hôpital pour interrompre volontairement sa grossesse. Et à cette époque-là, on parlait de 20% de décès maternels imputables aux avortements clandestins. Mais depuis peu, une loi a été votée pour modifier la loi portant sur la santé sexuelle et de la reproduction de notre pays, le Bénin. Cette loi, c'est la loi 2021-12 qui vient modifier et compléter la loi 2003-4 du 3 mars 2003. Mais le vote de cette loi et la promulgation de cette loi par le président Talon divise la population. Aujourd'hui, Question de vie se propose de prendre les points de vue des uns et des autres et après de faire la part des choses. Nous sommes sur le campus de la FSS, entendez, Faculté des sciences de la santé, et nous allons pouvoir poser la question aux jeunes médecins ou en tout cas à tous ceux que nous allons rencontrer par ici. Ils vont donner leur point de vue par rapport à la question. Comment est-ce que vous appréciez ce nouveau test de loi qui nous donne la possibilité de recourir à ce soin médical? Moi, je suis d'accord avec ça parce que déjà, moi, je suis médecin. Et quand vous êtes de garde à la Cugo, vous voyez des avortements qui ont été mal faits. Et c'est terrible parce que les conséquences sont vraiment, comment dirais-je, sont vraiment horribles en fait. Les jeunes filles, elles tombent enceintes et vu qu'il n'y a pas de loi votée, ils ne peuvent pas venir au centre normalement pour faire l'avortement. Et donc, elles se font avorter par des personnes peu qualifiées. Et ça crée vraiment un bazar. Et ensuite, il y a des complications et voilà. Après, c'est vraiment difficile de récupérer. Je ne suis pas pour. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est ôter une vie. Alors que Dieu a un plan pour toute personne, pour toute vie. Donc moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette loi. Si ça ne tenait qu'à moi, si tu tombes enceinte, même si ce n'est pas surpris, tu dois garder parce que tu ne sais pas ce que cet enfant sera pour toi demain. Voilà. Est-ce que vous savez qu'avant cette réglementation, il y avait plusieurs femmes et jeunes filles qui s'adonnaient de façon clandestine à ces avortements-là et qui perdaient leur vie? Est-ce que vous savez? Oui, je le savais. Alors, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux que ces personnes-là perdent leur vie au lieu qu'aujourd'hui on sécurise cet avortement de sorte de ne pas perdre ces filles-là? Moi, ce que je vais dire à ces filles, vaut mieux s'abstenir. Si tu t'abstiens, tu ne peux pas tomber enceinte. Ça, c'est mon point de vue. Donc, si tu ne veux pas perdre ta vie, ni tomber enceinte, la seule manière vraiment de ne pas tomber dans ces pièges, c'est de s'abstenir. Donc moi, c'est le conseil que je peux donner à ces jeunes filles. Vous êtes aussi une jeune fille. Hein? Aujourd'hui, au Bénin, il est possible de recourir à l'avortement lorsqu'on sent qu'on n'a pas forcément envie de garder le produit conceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, selon moi d'abord, c'est pas une bonne chose. Parce que bon, l'avortement, c'est en fait, bon, selon moi, en fait, c'est d'enlever une vie en fait. Parce qu'il y a déjà une vie. Donc, normalement, on ne doit pas avorter. Parce qu'il y a déjà un enfant là, donc c'est pas autorisé selon moi, normalement. La loi offre une certaine liberté aux jeunes filles, d'accord. Mais pourquoi avons-nous recours à l'avortement? La jeune fille a recours à l'avortement parce qu'elle a peur, elle n'est pas informée, elle n'est pas prête. Pourtant, l'un peut aller avec l'autre. Vous pouvez avoir un enfant sur les bras et décider de vous battre pour votre enfant. Maintenant, si le jeune homme n'est pas prêt,
vous décidez ensemble d'aller à la contraception. Il y a eu ce manque d'information qui avait conduit les jeunes filles à des pratiques pas conseillées et au décours desquelles il y avait parfois la mort. Maintenant que c'est ouvert et que la loi autorise la jeune fille ou le jeune couple à recourir à l'avortement, ben, il est heureux. Il est heureux que cette loi ait cours chez nous et que librement les gens aient recours à l'avortement. Là, ce sera médicalement autorisé et on peut se rendre à l'hôpital pour se faire avorter dès que le besoin se fait sentir. Mais il faut parallèlement apprendre aux jeunes qu'il faut se battre. L'avortement se faisait au Bénin. Ce n'est pas maintenant que cette loi existe que ça se fera plus qu'avant. La loi ne va pas augmenter ni diminuer le nombre d'avortements qui se faisaient, ça c'est clair. Mais cette loi qui est votée, lorsqu'une femme se décide d'avorter et que c'est clair dans sa tête, peu importe ce qui se fera, elle va avorter, ça c'est clair. Donc si elle va avorter et qu'elle le fera, autant qu'elle le fasse dans un climat vraiment sécurisé au fait. Ce qui est sûr, lorsque une patiente se réfère vers un médecin pour une consultation, on essaie de l'orienter le plus vers, à l'amener en fait, à comprendre que ce n'est pas forcément ce acte-là qui va la sauver. Mais si une femme est décidée, vous ne pouvez rien faire. Et si elle veut le faire, il faut mieux que ça se fasse dans un climat sécurisé. Donc on lutte pour que si vraiment, après tout, l'avortement doit avoir lieu, que ce soit dans un contexte sécurisé. Mais la meilleure solution pour moi, ce n'est pas d'aller mettre l'avortement dans un contexte sécurisé ou le légaliser, mais c'est une affaire d'éducation de base. C'est la prévention, bon, les contraceptions, tout ça qu'on dit c'est bien, mais il faut vraiment aller à la base, la famille. L'éducation de base, c'est ça qu'il faut traiter. À propos de la loi modificative sur la santé sexuelle et de la reproduction, je trouve cela comme un peu salvateur parce que cela vient mettre fin à l'hypocrisie collective, comme elle a été dite. Nous avons eu à faire face à une société qui a été pendant longtemps hypocrite, faut-il le rappeler, et qui n'a pas accepté voir les choses en face. Je ne suis pas pour l'avortement à tout bout de champ, mais dans certaines situations, quand en tant que médecin, une femme vient vous voir et dit « Ah, docteur, et effectivement, on dit beaucoup. Quand elle est décidée et qu'elle est prête à perdre sa vie, ne mérite-t-elle pas une deuxième chance? Je pense que c'est là qu'il faut pousser la réflexion et aussi considérer le fait que certains garde-fous ont été pris par la loi en ce qui concerne que l'avortement ne devrait pas être une méthode de contraception. D'ailleurs, mon aîné vient toujours de soutenir sur la contraception masculine et je pense qu'il pourrait en dire un mot. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'aîné, vous venez de soutenir. Dites-moi, quel était le thème de votre thèse? J'ai travaillé sur l'acceptabilité de la contraception masculine par les hommes. D'accord. Ah, c'est très intéressant. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pu retenir de vos recherches? Bon, en général, les hommes sont favorables à adopter eux-mêmes une méthode contraceptive, mais ils ne sont pas vraiment informés sur l'existence de ces méthodes-là. Donc, à part le préservatif et le coït interrompu, qui ne sont pas vraiment si efficaces que ça, et ils ne connaissent pas les autres méthodes, ils ne sont pas informés sur les avancées de la technologie en matière de méthodes contraceptives masculines. Le gouvernement du Bénin a donc choisi en fait de sécuriser les avortements qui se faisaient donc de manière clandestine. Mais cette décision divise la population. Vous êtes médecin. Quelle appréciation faites-vous de tout ceci? En tant que soignant, je ne suis pas contre l'avortement sécurisé, dans le sens où ça peut sauver la santé de la mère et que ça peut protéger également cette mère-là. Mais comme ma collègue l'a dit, ça ne doit pas se faire à tout bout de champ et ça ne saurait substituer une contraception normale. Tout
Tout à l'heure, j'étais à l'intérieur de la FSS, la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. J'ai pu interviewer différentes personnes, dont des médecins. Là, je suis avec Annick Nonohou. Elle est sage-femme juriste et elle est présidente d'une association dont elle va nous parler avant d'aborder justement le thème qui nous réunit cet après-midi, le thème de l'avortement, les nouvelles dispositions qui réglementent l'avortement dans notre pays. Alors bonsoir Madame Annick Nonohou. Bonsoir Madame Angela. Parlez-nous justement de votre association avant qu'on ne continue de façon vraiment simple, ramassée. Ok, l'association c'est le réseau des soignants amis des patients. Une association que nous avons mise en place depuis novembre 2013. Une association qui s'occupe majoritairement de la lutte contre les violences faites aux patients en milieu sanitaire et spécialement contre les violences obstétricales. Nous travaillons pour l'amélioration de la qualité des soins, mais en nous basant sur l'élimination des normes historiques nuisibles pour la santé. Et c'est justement à cause de ça que votre profil m'a intéressé par rapport à cette thématique sur l'avortement au Bénin. Alors, il y a quelque temps encore, on nous parlait de 20% des décès maternels imputables aux avortements clandestins. Qu'est-ce que ces statistiques évoquent chez vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en réalité, ces statistiques font peur et puis sont très touchantes. Parce que quand on sait que la vie est sacrée et que la vie humaine doit être protégée, on ne saurait laisser les femmes mourir. Et nous savons effectivement, en tant que sage-femme, nous savons qu'il y a des femmes qui pratiquent l'avortement clandestin et qui se terminent par des complications irréparables. Elles viennent à l'hôpital très tard et malgré nos démarches, malgré les soins, elles en pâtissent. Donc elles décèdent. Il y a beaucoup de femmes qui décèdent par avortement, bien sûr. On va dire que l'avortement est sécurisé dans notre pays, mais il y a que ça divise. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, effectivement, Madame Angela, vous avez raison. Et on dira que l'avortement est sécurisé dans notre pays. C'est ce que les gens disent. Et que ça divise. Et effectivement, ça divise. Parce que là, il s'agit d'un concept qui n'est pas accepté de tout le monde, que ce soit sur le plan sociologique, anthropologique, philosophique ou même en milieu sanitaire, ça pose problème. Ça pose problème pourquoi il y a la conviction religieuse, il y a aussi l'objection de conscience, il y a beaucoup d'autres interprétations. Je ne saurais tout dire ici. Mais ce que je sais, c'est que le fait de prendre une loi permet quand même de prévenir des décès. Même si en milieu sanitaire, tous les agents de santé, tous les soignants ne pourront pas pratiquer comme les gens le pensent, en tenant compte de notre déontologie, même si on a une objection de conscience, même si on n'est pas pour le faire, on devrait quand même assurer la sécurité de la patiente, la vie de la patiente, en échangeant avec des collègues qui pourront prendre en charge. Parce que la première des choses à sauver, c'est la vie. Maintenant, pourquoi nous disons qu'il y a de divisions? Quand nous nous attachons un peu à nos convictions religieuses, quand nous nous attachons à d'autres interprétations, c'est qu'on ne saurait appliquer les choses comme les gens le pensent. J'aime souvent prendre mon propre exemple. Moi, tout le monde me connaît, je suis sage-femme, je suis à la fois sage-femme et juriste, mais je suis aussi du renouveau charismatique. Et depuis toujours, dans l'exercice de ma profession, je ne suis pas pour l'avortement parce que je suis une grande militante de la protection des droits du naissant. Donc on ne peut pas se contredire. Je milite pour le droit à la vie du naissant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir une position tranchée, dire on ne va pas faire, sans évaluer l'état d'âme de tout un chacun. Si la femme arrive, nous allons fournir l'effort de lui donner des explications, mais c'est elle qui a son corps, c'est elle de choisir ce qu'elle veut. On ne peut pas aller contre son choix. Comment vous sentiriez-vous de voir des femmes décédées, parce que ce soin qui est quand même médical, qu'on pourrait donner de façon à lui éviter ces décès, vous l'aviez dit tout à l'heure,
ne soit pas fait dans un milieu médical? Je dirais, c'est pas facile à gérer. Et si nous devons vous dire la vérité, moi je suis juriste. Ceux qui sont juristes vont me comprendre. Quand nous parlons de loi, nous disons qu'il y a déjà une loi qui réglemente l'avortement. Quand nous allons en milieu pratique, c'est tout autre chose qui se passe. Il y a des goulots d'étranglement, il y a des omissions même au niveau sur le plan législatif. Je ne veux pas aller dans ces détails, je préfère qu'on fasse carrément une autre émission où nous allons souligner les dispositions, les omissions et faire nos apports. Mais pour le moment, ce à quoi je peux m'intéresser, c'est que la vie de la femme doit être sauvée. Mais quand tu es une militante de la protection des droits du naissant, on met dans la balance la vie de la femme, la vie du naissant. Mais ce n'est pas pour autant que si la femme devrait mourir, qu'on insiste, qu'on dit qu'on veut sauver le nouveau-né en laissant cette femme mourir. Mais moi, je me dis, on peut toutefois travailler en amont. Je crois que tout à l'heure, vous auriez voulu parler justement de ce que vous préconisez pour ne pas en arriver à l'avortement. Oui, bien sûr, parce que je me dis, il y a des étapes. Quand nous prenons par exemple l'éducation prénatale naturelle, quand nous prenons la préparation à la naissance, à la parentalité, le premier entretien prénatal ne se fait pas souvent en Afrique, ce n'est pas au Bénin seul. Mais en tant que sage-femme ou en tant que gynécologue obstétricien, il nous revient de mettre en place ces bonnes pratiques que l'OMS préconise depuis et que nous ne mettons pas en œuvre. Quand nous prenons le couple, si nous les écoutons, je suppose peut-être qu'il y a 10 couples qui voudraient pratiquer l'avortement. En faisant cet entretien prénatal, en humanisant le suivi prénatal, en humanisant l'accouchement et sur le plan social, s'il y a des prises en charge en amont et en aval, moi je me dis dedans, peut-être que 8 couples ou 7 vont désister. Ce n'est pas des calculs tranchés, mais tous n'iront pas vers l'avortement. Ne pas donner ce soin médical à une femme qui en a besoin, pour moi, c'est une violence. Le vrai problème, c'est parce qu'en Afrique, nous ne faisons pas les choses comme ça se doit. Et ce sur quoi moi j'interviens ou ce sur quoi j'insiste, c'est le fait qu'on pense qu'il faut s'asseoir à l'hôpital et venir régler les problèmes de grossesse et d'avortement. Si je veux donner un exemple, on ne pourra pas tout dire dans cette émission, je vais vous donner un exemple. Je prends la Côte d'Ivoire par exemple. Depuis 2013, je suis personne ressource pour la SOGOSI, c'est-à-dire la Société de gynécologie obstétrique de la Côte d'Ivoire. Et nous avons ciblé des maternités à Abidjan, où nous sommes en train de faire la classe ado-jeunes, des classes ado-jeunes, des classes dans lesquelles on discute, on échange avec les jeunes pour qu'ils comprennent ce qui se passe réellement dans la vie, qu'ils n'aient plus peur de partager les idées avec des sages-femmes, etc., etc. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Entre-temps, on a constaté que, tel que vous le dites, quand la jeune fille, l'adolescent vient à l'hôpital ou en milieu sanitaire et dit « bon, je voudrais avoir une méthode contraceptive », elle est très mal vue. On commence à donner des sensibilisations moralisantes. Or, ce qu'on ne devrait pas faire, on devait être à l'écoute de l'ado, connaître ses besoins, lui expliquer les choses, le laisser faire son choix, s'il veut aller vers le sexe, lui donner les rudiments qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de complications. Si, après votre explication, il n'a pas envie d'aller au sexe, comment l'accompagner? La Côte d'Ivoire le fait. Demande-moi si dans ton pays ça se passe. Non, ça ne se passe pas. C'est pour ça, parfois, quand je te vois dans ta lutte, je te donne raison. Ce qu'on est en train de dire en théorie est carrément en déphasage avec ce qu'on voit en milieu social et en milieu médical. Et il faut qu'on aille à ce qui est normal. De toutes les manières, les jeunes ne vont pas se détacher du sexe. Si je prends mon exemple, quand j'étais à la maternité du Cancéropéra de Parakou, qui est une maternité militaire, entre 2000 et 2004, je faisais le tour des collèges. Je distribuais des préservatifs, les parents ne comprenaient pas, mais j'ai milité, j'ai sensibilisé les gens. Et votre affaire de chic, chèque, choc, moi en tant que sage-femme, je ne connaissais pas. Mais c'est une élève de 6e qui m'a parlé du système chic, chèque, choc. Mais il fallait que je me ramène à leur niveau. Parce que si je me gardais comme les vieilles mamans, bon, entre parenthèses, c'est du vieilles mamans, elles vont se fâcher contre moi. Et les anciennes sages-femmes, j'allais peut-être crier sur la fille et je n'allais pas comprendre. Et quand j'ai voulu faire la sensibilisation au CG1, le directeur m'a dit non, nous allons commencer par la classe de 3e. Les autres, c'est des petits enfants, ils ne connaissent encore rien. Je dis non,
Moi, la formation que j'ai reçue au niveau de l'OMS, il faut commencer avec les ados jeunes, les écouter, pouvoir faire le tri. Qui sont ceux qui ont démarré, qui sont ceux qui n'ont pas démarré. Aujourd'hui, on devait même faire les sensibilisations, même à l'école primaire. Parce que quoi qu'on fasse, les jeunes sont avec le sexe. Vous avez parlé de cette éducation qui devrait être implémentée déjà au niveau du cours primaire. C'est ce que la BPF appelle éducation complète à la sexualité. Et donc vous, pour éviter qu'on aille vers les avortements, même sécurisés aujourd'hui, vous auriez préféré qu'on parle d'éducation même au niveau du cours primaire. Comment est-ce que vous l'entendez? Vous allez voir des adolescents qui sont bien grands, qui ne s'intéressent pas au sexe. Il y en a qui sont tout petits, mais qui s'intéressent au sexe. L'un dans l'autre, les enfants aussi ont des droits. Et quand les enfants ont des droits, les parents, en échangeant avec les enfants, doivent tenir compte des droits des enfants. Le droit qu'a l'enfant sur son corps, le droit qu'a l'enfant de faire des choix. Maintenant, il revient aux parents d'orienter ces choix et de sécuriser le comportement des enfants, ce que beaucoup ne comprennent pas. Mais quand vous le faites comme ça, l'enfant a confiance en vous. Quand la confiance s'installe, l'enfant vous dit tout. Je suppose si ces deux petits adolescents, même s'ils sont en 5e année ou CM2, et on dit, bon, on ne devait pas les laisser avoir de copains, on ne devait pas les laisser avoir de ci. Parfois, quand ils disent c'est mon copain et c'est mon fiancé, ce n'est pas qu'ils vont au sexe, mais ils sont amis de façon superficielle. Mais quand vous tenez une position tranchée, vous n'aurez pas les informations qu'il faut. C'est en échangeant avec la petite fille que vous allez comprendre que ils ne vont pas encore au sexe. Ah non, ils ont commencé à aller au sexe. Mais quand ils vont au sexe, il faut leur expliquer les conséquences qu'on peut rencontrer. Quelles sont ces conséquences? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Et en leur donnant beaucoup d'exemples, en leur donnant des conseils, en leur permettant des choix axés sur leur propre choix, vous saurez quoi faire. Merci beaucoup, Madame Annick Donohou. Vous êtes sage-femme juriste et ce fut avec plaisir que j'ai fait cet entretien avec vous. À vous, chers internautes, je voudrais dire que je retiens en réalité que c'est une avancée pour le Bénin au plan politique d'avoir pris désormais ce droit à l'avortement, cette loi qui réglemente et qui autorise l'avortement dans une large condition à la femme. Mais en même temps, pour qu'elle soit vraiment bénéfique pour les deux parties, aussi bien pour les professionnels que pour les femmes, les victimes qui décédaient du fait des lois punitives, il va falloir encore faire beaucoup de choses. Donc nous espérons que ces choses-là se feront pour une bonne application de cette loi-là. Mais en attendant également, on retient qu'il faut que dans chaque famille, dans chaque maison aujourd'hui, qu'on parle de sexualité à nos enfants dès le bas âge. Lorsque vos enfants vous posent des questions, il faut leur répondre par rapport à l'âge qu'ils ont. Et au-delà, il va falloir que l'éducation complète à la sexualité telle que prônée par la BPF soit une réalité à l'échelle nationale. Voilà, merci et à très bientôt.